Bonjour et bienvenue dans Espace de travail, l'émission préparée par les journalistes de Mediapart. Julien Brigaut et Olivier Siran ont publié le mois dernier le livre Boulot de merde, du cireur au trader, qui tente de dresser la liste ou de faire le portrait des boulots à la con, dépourvus de sens, qui nous isolent, qui payent mal et qui abîment à la fois l'environnement et le corps social. Bon alors, autant vous le dire tout de suite, si vous vous amusez à retourner l'analyse du livre sur votre propre pratique professionnelle, ça risque de vous déprimer un tout petit peu, mais on va quand même essayer d'aller à travers. Julien Brigaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, photographe, vous avez notamment contribué et collaboré à l'émission Là-bas si j'y suis sur France Inter. Vous avez aussi collaboré au Plan B et vous travaillez désormais pour Le Monde diplomatique. Alors votre travail avec Olivier Siran est très inspiré de l'article qui avait fait beaucoup de bruit, rédigé en 2013 par David Graeber, économiste américain, et qui portait sur l'accroissement des bullshit jobs. Alors est-ce que vous pouvez déjà un peu nous expliquer de quoi s'agit-il et pourquoi vous vous êtes reconnu dans le travail de David Graeber ? Alors, au tout début, effectivement, quand il a publié cet essai donc, dans la revue Strike, c'était en 2013, il a écrit cet essai partant du principe qu'il avait identifié tout un tas de métiers qui sont, comme il appelle, dans la bureaucratie capitaliste, c'est-à-dire les managers, les conseillers en communication, tous les gens qui sont en fait dans la machine capitaliste et dont il estime que ces gens font un boulot de merde. Alors, bullshit job en anglais. Vous hésitez un peu sur la traduction. Eh oui, c'est aussi un problème de vocabulaire, c'est-à-dire le mot bullshit, ça veut dire merde, ça veut même dire merde de taureau, mais dans son esprit, ça veut dire boulot factice, c'est-à-dire boulot bidon. Qui ne servent à rien et qui ne dégagent pas de valeur. Et alors, il a écrit cet essai qui nous a assez intéressés. Effectivement, il plaçait la nuisance de ces métiers essentiellement dans le ressenti des gens eux-mêmes, c'est-à-dire quelqu'un qui, à partir du moment où il estime qu'il s'ennuie au travail, il estime qu'il est inutile, voire qu'il commence à avoir quelques problèmes de conscience par rapport à son métier, eh bien pour David Graeber, anthropologue américain, il fait un boulot de merde. Et alors ça nous a semblé intéressant avec Olivier, ça fait vraiment plusieurs années, quasiment 10 ans, 15 ans qu'on fait des enquêtes sur le monde du travail en France. Et ça nous a semblé intéressant d'aller le voir comme première démarche pour discuter du fond de sa thèse, on peut dire. Et il faut bien dire qu'on est un peu tombé de haut quand on l'a rencontré, puisqu'on lui a demandé de nous expliquer avec quelle méthodologie il avait travaillé. Moi, je connais pas mal d'anthropologues autour de moi, et ce sont des férus de terrain, ce sont des gens qui parlent avec passion, des gens qui rencontrent, et des terrains qu'ils arpentent. Là, on avait face à nous un anthropologue de bureau, manifestement, qui clamait presque avec fierté le fait qu'il avait constitué sa thèse en consultant uniquement des blogs d'avocats d'affaires australiens. Bon, soit. Et du coup, c'est la logique inverse que vous choisi. Voilà. Nous, alors, en discutant avec lui, effectivement, on a vu qu'il y avait assez peu de bases statistiques, scientifiques, concrètes qui permettraient d'étayer vraiment l'idée selon laquelle nos sociétés, nos démocraties libérales sont des réservoirs à bullshit jobs. Et on s'est plutôt tourné vers une étude de la New Economic Foundation, qui est donc un institut britannique, et qui a publié une étude inédite, absolument ignorée de la presse française, de toute la presse européenne d'ailleurs, à l'exception en France du Monde diplomatique, qui en a consacré un article. C'est donc ces fameuses études sur le retour social sur investissement des métiers. Voilà, effectivement. C'est-à-dire qu'à force de vouloir quantifier, monétiser, rentabiliser tous les métiers, il était logique que l'on renverse la question à ceux qui occupent les positions supérieures de la société, à savoir à quoi servez-vous ? Et cette étude est extrêmement intéressante puisqu'elle propose un ratio entre valeur créée et valeur détruite. C'est-à-dire, les auteurs prennent l'exemple, par exemple, d'une infirmière ou d'un agent de nettoyage en milieu hospitalier. Ils expliquent que ce métier, à travers la réduction des infections nosocomiales, entre autres bienfaits de ce métier,
eh bien, sert beaucoup plus, crée beaucoup plus de valeur qu'il n'en détruit. À l'inverse du publicitaire, par exemple, qui est effectivement qui crée, lui, beaucoup de voilà, valeur monétaire, en tout cas. Qui crée donc le métier du publicitaire, c'est de pousser à la consommation, quelle qu'elle soit, quel que soit le produit. Et donc on peut dire que le publicitaire crée des emplois, crée de la consommation, crée éventuellement peut-être soutient la consommation dans les grands centres, les grandes surfaces. Mais à l'inverse, on peut aussi dire que le publicitaire accroît eh bien, l'obésité, la surconsommation, l'endettement des ménages. Et puis, c'est un phénomène de ratio où c'est un calcul. Alors, ça peut paraître un peu... parfois, je peux même vous lire un passage, c'est presque à la décimale près. C'est-à-dire que là, ils expliquent l'agent de nettoyage. On va prendre un autre, l'ouvrier du recyclage, par exemple, payer 6,10 € de l'heure pour démonter un frigo jeté à la benne et en extraire les pièces récupérables, générera 12 € de valeur sociale pour chaque euro durement gagné. On peut aussi parler de l'employé de crèche, par exemple, qui, par l'éducation prodiguée aux enfants et le temps libéré pour les parents, rend à la société 43 fois même, ce qu'elle perçoit en salaire. Donc pour être bien clair, vous essayez de, comme ces 3 chercheuses britanniques, de mesurer, alors là vous ne le faites pas vous par un calcul mathématique ou scientifique, mais vous êtes plutôt sur l'angle du portrait et du témoignage, mais vous essayez de voir ce qui, entre le salaire qu'on obtient ou le salaire que l'on verse à quelqu'un et l'utilité réelle de son métier pour le reste de la société, s'il y a comme ça du décalage. Pour le dire un peu vulgairement, si le trader mérite son salaire et si l'infirmière n'est pas sous-payée. Enfin, voilà. Alors, juste pour revenir sur cette notion de boulot de merde, puisqu'on peut l'utiliser en français, vous hésitez effectivement à utiliser ce terme parce que quand même vous touchez à quelque chose de fondamental qui est la valeur travail. On peut parler du publicitaire comme de l'infirmière. Ces gens-là travaillent, ils peuvent être engagés dans leur travail, quoi qu'on en pense. Donc comment vous gérez ce dilemme? C'est vrai qu'on entend souvent parler de la valeur travail. C'est d'ailleurs un sujet qui revient régulièrement. La valeur travail, effectivement, elle est tout autour de nous en permanence. Olivier et moi, on a tendance à penser que le travail n'est pas une valeur, c'est plutôt un marché sur lequel les employeurs cherchent, comme pour tout autre marché, à baisser les coûts et donc à obtenir une main-d'œuvre la plus disponible, la plus corvéable et la moins chère possible. Je pense que l'obsession du travail gratuit, la quête du travail gratuit pour le patronat, à travers différents moyens, que ce soit les contrats, les statuts, ou alors évidemment les exactions, c'est-à-dire le travail dissimulé à grande échelle, comme on en parle pour la société Adrexo par exemple, les Mediapost pour les distributeurs de prospectus, c'est du travail dissimulé à grande échelle. Vous ne reconnaissez aucune valeur au travail en tant que tel? En tant que tel, je ne crois pas. En tant que tel, ce qui est intéressant, moi je pense que ce qu'il y a derrière la valeur travail, c'est le souhait profondément ancré chez chacun de nous de bien faire la tâche qui nous incombe, c'est-à-dire la satisfaction de faire correctement ce pourquoi on est rémunéré. Évidemment, le rapport de subordination entre l'employeur et l'employé est déjà profondément inégalitaire à la base. Et je crois qu'il y a un processus dans l'esprit de ceux qui travaillent qui est d'essayer d'amoindrir le plus possible ce rapport de force défavorable et d'y trouver des raisons de le faire, de trouver ça valable et de trouver ça intéressant. Sauf que, et c'est là où on revient au boulot de merde, la possibilité de bien faire son travail, il nous semble, est de plus en plus difficile. C'est-à-dire que des gens sont même carrément payés pour pourrir le boulot d'autres gens. Alors c'est effectivement le cas. Vous pensez à quel type de métier par exemple? On pense par exemple aux conseillers en management qui sont alors le nombre de cabinets de conseil en management explose chaque année, c'est une véritable discipline et effectivement l'obsession de la rentabilité, alors dans le secteur privé, dans le secteur public c'est l'austérité qui détermine le durcissement des conditions de travail.
Et dans le secteur privé, eh bien c'est aussi la même rentabilité qui en fait fonctionne avec une logique de baisse des coûts. Et donc, comme toujours, la variable d'ajustement, c'est le travailleur. Et donc, effectivement, on a dans ce livre pas mal d'exemples de gens qui, du fait de la direction et aussi de l'avancée des idées managériales, se retrouvent en impossibilité de bien faire leur travail. Vous parlez par exemple de cette contrôle santé dans une entreprise Seveso, oui, qui trouve de la valeur à son travail, oui, mais qui finit par ne plus pouvoir le faire parce qu'on lui met des bâtons dans les roues. Oui, elle travaille dans une usine Seveso et un manager de transition a été nommé dans son entreprise. Les managers de transition, c'est très intéressant, c'est un métier qui a germé ces dernières années. Et le but du manager de transition est de ne pas faire porter aux gens qui sont à la direction des entreprises la responsabilité de tous les plans de dégraissage, de durcissement des conditions de travail, parce que le manager de transition, il est éphémère, il vient dans une entreprise, il démolit tout, il casse les équipes. La Poste, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe actuellement à très grande échelle. France Télécom, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Et là, quel métier plus utile, effectivement, que responsable de l'hygiène et des conditions de travail de salariés, de travailleurs dans une usine Seveso, qui est en plus dangereuse. Évidemment, ce poste-là, on pourrait dire, mais il faut évidemment mettre le paquet sur ce poste. Grosse utilité sociale. Très très grosse utilité sociale. Baisser les risques d'accident du travail, faire en sorte que les salariés ne soient pas épuisés. On a quand même 3 millions de salariés en France qui seraient en situation de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement professionnel. Donc ce genre de métier, c'est tout à fait le genre de métier où les gens se sentent utiles. Sauf qu'ils sont dépossédés de cette utilité en raison du durcissement des conditions matérielles, financières dans lesquelles ils exercent ces métiers. Et évidemment, pour le cas de cette responsable hygiène-sécurité, c'est parce que la boîte s'est fait racheter par un fonds de pension américain qui cherche à rentabiliser encore plus la production et puis les dividendes, à générer davantage de dividendes. Donc c'est un effet mécanique, quoi. C'est un effet tout à fait logique. Alors, vous dressez donc une multitude de portraits, on en a déjà évoqué un ou deux, hôtesse d'accueil, livreur de prospectus publicitaires, conseiller en gestion de fortune. Il y a même un portrait totalement hallucinant de Jean-Pierre Gaillard, ex-monsieur Bourse de Radio France. Alors, vous l'avouez vous-même, hein, la plupart des gens que vous interrogez et dont vous parlez ne se reconnaîtront jamais comme faisant un boulot de merde. Donc, il y a vraiment un regard de votre part sur leurs conditions de travail, sur le sens de leur travail et sur leur place dans la société. C'est-à-dire, vous jugez qu'ils font un boulot de merde. Alors, c'est pas seulement nous qui jugeons. En fait, on a une grille de lecture duale, si on veut. On place sous la terminologie boulot de merde les gens qui ont des travails potentiellement utiles, mais où il leur est impossible de faire leur travail correctement, sans souffrance profonde derrière. Et l'autre définition des boulots de merde, c'est les métiers qui, carrément, à la base, sont nuisibles. C'est-à-dire qu'ils détruisent, pour revenir à l'étude de la NEF, ils détruisent plus de valeur qu'ils n'en créent. Donc, par exemple, le conseiller de fortune. Par exemple, le conseiller de gestion de fortune, qui est un serial défiscaliseur, c'est-à-dire qu'il va conseiller les riches sur les différentes techniques qui permettent d'échapper à l'impôt, par exemple. Donc, il prive la collectivité de montants assez importants. Et effectivement, ce n'est pas juste notre subjectivité. Parfois, cette subjectivité, nous, on assume aussi avoir une certaine subjectivité sur certains métiers, par exemple. Mais dans le fond, c'est une vraie question. D'ailleurs, on lance un appel aux chercheurs dans le livre en disant « Emparez-vous de cette question de l'utilité sociale, mesurez-la de la même manière qu'il y a une empreinte écologique. » On pourrait dire qu'il devrait y avoir une empreinte sociale des métiers, savoir qu'est-ce que vous apportez à la société. Voilà. Et effectivement, cette réflexion est nourrie par l'explosion des inégalités actuellement, qui légitime évidemment tous les métiers. À partir du moment où il y a de la demande, l'offre est légitime. C'est-à-dire qu'on pourra demain avoir, comme on le raconte dans le livre, des cireurs de chaussures, par exemple, des gens dont le métier consiste à cirer les chaussures des gens. Alors, dans le monde anglo-saxon, ils y sont un peu plus habitués.
Oui, parce que ça c'est intéressant, c'est typiquement un boulot de merde qu'on pensait disparu. Voilà. C'est-à-dire, et qui revient. Et qui réapparaît à la faveur de l'explosion des inégalités et de cette super aristocratie financière qui émerge partout et qui invente de nouveaux métiers, qui sont des métiers qu'on pourrait appeler des métiers de larbin, sans aucune condescendance. On pense par exemple il y a un chapitre dédié au commerce de luxe, c'est-à-dire tous ces centres commerciaux qui ouvrent sur la thématique du luxe. Donc c'est Gucci, c'est les grands joailliers, les grands vendeurs de prêt-à-porter, etc. Et par exemple, parmi ces métiers, il y a personal shopper. Donc ça, ce sont des gens qui sont payés pour se mettre en quatre, pour porter le sac de madame ou monsieur, souvent donc des touristes extrêmement riches qui passent une journée dans le centre commercial et ont besoin de quelqu'un à la fois pour porter leur sac et pour les conseiller sur la bonne adéquation entre la couleur de leur chapeau et puis la couleur de leurs bottes. Enfin voilà, c'est à peu près ça le métier de personal shopper, c'est quelqu'un qui va être l'assistant, assistant buyer aussi, c'est un synonyme aux États-Unis. Donc voilà, ça fait partie de ces métiers qui découlent très directement de cette explosion des inégalités. Sans aller jusqu'à ces métiers un peu baroques dont on parle, comme cireur de chaussures, personal shopper, on peut parler des travailleurs domestiques, par exemple, tout simplement. Entre 1995 et 2010, et 2010, c'est ça, le nombre de travailleuses domestiques sur la planète a quasiment doublé. On en est à 52 millions de personnes, 52 millions de femmes, très essentiellement, qui sont travailleuses domestiques. Donc on a des pays, pour le monde diplomatique, j'ai fait un travail sur les travailleuses domestiques philippines. Par exemple, les Philippines se sont complètement dédiées à l'exportation d'une main-d'œuvre dédiée aux riches, dédiée aux classes supérieures, et parfois même aux classes moyennes, puisque comme à Hong Kong, il y a une classe moyenne qui émerge, eh bien, on va avoir une explosion du recours aux travailleuses domestiques. Travail isolé, travail où les solidarités sont très difficiles, où effectivement on est dans un vase clos, etc. Donc ce sont ces métiers-là qui sont des métiers qui nous semblent être des métiers du 19e siècle, qui reviennent effectivement. À Paris, vous voyez beaucoup de conducteurs de pousse-pousse. Bon, ça, on ne voyait pas ça il y a 5-10 ans. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça montre effectivement l'émergence de cette classe financière internationalisée qui veut aller partout et qui a besoin de... Donc son corollaire, la domesticité. La domesticité, absolument. Ce que vous décrivez aussi, et je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant dans le livre, c'est le changement des conditions de travail, la fragmentation en fait du statut qui fait d'un métier qui a du sens un métier vide de sens et vide d'intérêt. Le plus frappant est peut-être en termes de transformation des conditions de travail, ce livreur de plis de prospectus publicitaires qui travaille de manière pré-quantifiée, c'est-à-dire son temps de travail est prédéfini à l'avance et ne correspond absolument pas au travail effectif, donc ce qui rend son travail tout à fait impossible et sa vie très pénible. Mais il y a aussi Michel, enquêteur pour un institut de sondage, qui dit pouvoir faire plusieurs CDD dans une seule journée. Deux jeunes en service civique dans le nord de la France qui font en fait un emploi salarié déguisé. Et puis effectivement Brigitte, donc la personal shopper, qui est à son compte mais qui en fait subit une forme de salariat, en tout cas comme vous dites, de domesticité ou de subordination un peu cachée. Donc voilà, est-ce que ce livre-là, c'est pas aussi une manière de faire le tableau, non pas seulement du sens du travail, mais des conditions de travail? Oui, entre autres, alors c'est vraiment pas exhaustif. Nous, on prétend vraiment pas créer un nouveau concept avec cette idée de boulot de merde. On n'est pas anthropologue, on n'est pas économiste, on n'est pas sociologue, on est vraiment des reporters. C'est-à-dire notre métier, c'est de donner à voir le quotidien tout à fait ordinaire de millions de gens qui effectivement agitent cette valeur travail au quotidien. Et moi, je prendrais l'exemple, par exemple, des infirmières du centre hospitalier universitaire de Toulouse, le plus gros hôpital de France, avec quasiment, je crois que c'est 13 000 employés qui travaillent. Et qui s'est converti au lean management. Et qui s'est converti, comme beaucoup d'autres hôpitaux, au lean management. Le lean, ça veut dire sans matière grasse, dégraissé.
Bon, ça, ce sont des méthodes managériales issues directement de Toyota. Il y avait eu un livre célèbre dans les années 70 par Kamata, je crois, qui parlait de l'envers du décor eh bien, de ce rythme de travail chez Toyota, où en fait c'est assez intéressant, c'est le nouveau Taylorisme, c'est-à-dire ce n'est pas un manager qui va vous ordonner de faire ceci ou cela, mais c'est vous-même qui, en fait, qui allez le devancer et qui allez proposer d'améliorer le système. Tout en étant parfaitement dans des systèmes où les gens n'ont pas le même salaire, les bénéfices créés ne sont pas du tout équitablement distribués. On reste dans un rapport salarial tout à fait inégal, sauf qu'avec le lean management, eh bien, la pression est encore plus sur les salariés eux-mêmes. Et là où ça devient dramatique, à l'hôpital de Toulouse, la direction est totalement gangrénée par tous ces gens qui sortent des écoles de commerce, de management, et qui mettent en place des méthodes qu'ils pourraient très bien mettre en place dans des usines de yaourt, ou dans des usines de moteurs aéronautiques, ou dans des usines de mouchoirs. Pour eux, peu importe. Par exemple, ceux de Toulouse, ceux de la direction, ils sont issus des sociétés Pimki, Carrefour et Danone, par exemple. Donc, voilà les gens qu'on met à la tête des hôpitaux pour organiser le travail des infirmières, des aides-soignants, des chirurgiens, voilà, des gens qui travaillent tous les jours. Cet été, malheureusement, c'est assez terrible. Il y a eu 4 suicides de soignants de l'hôpital de Toulouse. Très clairement, la responsabilité de la direction est clairement en jeu. Enfin, je veux dire, oui, donc ça veut dire que, encore une fois, un métier soignant qui est particulièrement au utile, top de l'utilité sociale peut se transformer en un calvaire par l'effet des conditions de travail, par l'effet du management et par l'effet d'une pression de la direction. En tout absolument. Mais il n'y a pas que ce management-là. Derrière le management lean, eh bien, c'est tout simplement satisfaire les banques. C'est payer les intérêts des dettes pour rembourser. Là, il s'agit de la Société Générale essentiellement à Toulouse. Mais enfin, en fait, c'est le même mécanisme que l'austérité dans la fonction publique. C'est-à-dire que là, vous savez qu'il y a 28 000 postes qui vont être supprimés dans les hôpitaux encore. Les gens sont en situation de sous-effectif chronique, constant. On augmente le nombre de lits, on baisse le nombre de soignants. Les gens ne peuvent pas faire leur travail et ça devient absolument dramatique. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Les ministres ou les médias vont vraiment se rassembler autour de quelques vitres, par exemple, qui vont être cassées à l'hôpital Necker en disant que ça c'est vraiment scandaleux. Mais la casse organisée, méticuleuse du travail des hospitaliers, ça ne suscite absolument pas de réaction. Et très franchement, pour les hôpitaux, et puis aussi à la Poste, par exemple, où il y a pas mal de suicides, c'est absolument dramatique. On peut se demander si on ne va pas arriver à des scénarios à la France Télécom. Peut-être dans quelques années, peut-être qu'on le vit déjà. C'est ce que dit le syndicat Sud à la Poste en tout cas. Absolument. Toujours sur la question des conditions de travail, qui feraient du travail un travail de merde, je pense aussi à ce que vous décrivez qui là encore me semble plus relever de l'environnement, de la violence du monde du travail, violence sexiste. Je pense à l'hôtesse d'accueil dont vous parlez, qui est traitée plus ou moins comme un pot de fleurs décoratif. Ou alors, on en a déjà parlé, du dénigrement dans le cas de cette responsable santé d'une usine Seveso. Donc voilà, pareil, est-ce que vous vous trompez pas d'objet? Est-ce que le travail de merde, c'est pas les gens qui nous font travailler et pas le travail en lui-même? C'est-à-dire, il n'y a pas de honte ni de problème à être hôtesse d'accueil. Par contre, il y a un problème à se faire traiter comme une jolie fille et purement et simplement par son patron. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais je pense que ces travaux-là... les travaux précaires incombent essentiellement aux femmes dans notre société. Il faut quand même le rappeler, la violence au travail est encore plus violente du point de vue des femmes parce qu'elles sont utilisées, là pour le coup, cet exemple de l'hôtesse d'accueil, elles sont utilisées pour ce qu'elles sont, pour leur apparence, pour leur physique, et on leur demande expressément de se taire, d'être immobile et de faire le pot de fleurs, quoi. Et effectivement, est-ce que c'est un métier légitime? Est-ce que c'est un métier illégitime? Nous, on livre ce témoignage.
on cherche à montrer le quotidien pour ces millions de jeunes femmes. Alors c'est au Fouquet's, mais ça peut être aussi au Salon de l'Automobile ou dans je ne sais pas quel séminaire. Mais voilà, ce sont des boulots qui jaillissent de cette volonté de ceux qui détiennent le capital, et bien d'avoir des gens, des larbins. Moi je pense qu'il faut les appeler, il faut appeler un chat. Et malheureusement, c'est pas parce que, par exemple, pour revenir à la personal shoppeuse, la personal shoppeuse, elle est assez émancipée dans son travail. Elle dit, moi j'aime bien mon travail. J'aime bien, ça me plaît de me renseigner sur les goûts vestimentaires de ma cliente. Mais c'est comme Jean-Pierre Gaillard ou les conseillers en défiscalisation, ils s'éclatent dans leur travail, vraiment. Ils adorent ça. Sauf que c'est pas parce que quelqu'un aime son travail que ce travail est pour autant utile. Il y a tout un tas de métiers inutiles, voire nuisibles, qui sont vécus particulièrement bien par les gens. Je crois que les managers de transition, qui ont comme but souvent de dégraisser le maximum de personnel dans une courte période, ces gens-là vont par exemple s'estimer être des sauveurs. Ils vont dire, sans nous, la boîte aurait fermé, par exemple. Ils vont dire, nous, on a viré 5000 emplois, mais pour en sauvegarder 60 000, par exemple. Donc, il y a aussi la façon dont les gens se formulent les choses eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on lance cet appel aux chercheurs en disant, emparez-vous de ce sujet et puis mesurez l'utilité sociale des travailleurs, et y compris des journalistes d'ailleurs. Oui, vous incluez dans le panel. Vous reconnaissez vous-même que parfois votre travail est un travail de merde. Effectivement, les conditions de l'exercice de la profession de journaliste se sont sévèrement durcies ces dernières années. Je pense qu'à Mediapart, vous savez bien de quoi on parle. Effectivement, il y a de moins en moins d'espace pour publier des enquêtes sur le monde du travail, par exemple, mais pas uniquement. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez problématique. Il y a 36 000 journalistes en France, quasiment la moitié sont pigistes. Officiellement, c'est un quart, mais enfin, les chiffres ne sont pas tout à fait fiables. Et effectivement, quelle est l'utilité sociale de gens qui recopient des dépêches AFP, qui donnent la parole systématiquement à la police, qui en fait récitent les cours du CAC 40, parlent de productivité, relaient les communiqués gouvernementaux sans aucune distance. Le journalisme est sévèrement attaqué, je pense, ces dernières années. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se tourne vers l'édition pour publier des livres au long cours comme ça. Il y a quelques années, ces travaux-là auraient tout à fait trouvé leur place dans la presse nationale. Sauf que, comme vous le savez, les budgets pour les reporters sont complètement en chute libre. Et évidemment, on préfère le commentaire, l'éditorial, l'analyse, l'interview par téléphone. Et les gens qui vraiment prennent du temps de faire des enquêtes qui prennent du temps, où c'est pas facile de comprendre les tenants et les aboutissants, il n'y a vraiment plus beaucoup de place dans la presse française pour ça. Donc oui, questionnement sur l'utilité sociale des journalistes également, en effet. Il y a aussi, alors c'est peut-être le témoignage, en tout cas le plus fort, pas le témoignage, mais le reportage le plus fort, celui sur les chasseurs de migrants, hein, on peut les appeler comme ça, salariés des boîtes de sécurité à Dunkerque, dans le Nord. Alors là, du coup, c'est quand même beaucoup plus net, c'est-à-dire la question morale, le bien, le mal, je ne sais pas, évidemment vous ne l'abordez pas comme ça, mais est très nette, c'est-à-dire ça paraît être un boulot atroce à faire. Et encore une fois, ce qui est super intéressant, c'est que eux vivent cette question morale, ils la vivent, j'ai l'impression, mais ils sont aussi révoltés par la manière dont ils sont traités par un patron qui a l'air totalement mégalo. Et le fait qu'ils sont mal payés en plus, puis qu'ils sont traités un peu comme des chiens. Donc voilà, encore une fois, ce dont vous parlez, c'est-à-dire le jugement, c'est un travail utile ou pas, on le retrouve, mais aussi mes conditions de travail n'arrangent rien, quoi, pour le dire. Et oui. Oui, on a c'est vraiment une question, ce que je vous dis. Oui, non, mais c'est vrai que là, vous parlez des détecteurs de clandestins. Voilà. C'est le Pôle emploi. Il ne faut pas oublier que ces métiers-là existent parce que aussi Pôle emploi redirige ses annonces absolument incroyables vers le grand public. Et puis, il y a une situation de chômage évidemment très très forte. Donc, il y a une injonction à accepter ces boulots. Et donc, effectivement, passer des sondes thermiques dans un camion, extraire des Afghans ou des Kurdes pour les remettre à la police, c'est devenu un métier.
c'est devenu un métier. Effectivement, les conséquences morales, mentales pour les gens qui effectuent ce métier sont très fortes, mais oui, à notre grand étonnement, enfin pas tant que ça, les gens se plaignent davantage des conditions dans lesquelles ils exercent ce travail plutôt que du travail lui-même. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien avoir un local, là vraiment on est dans une situation où le patron vraiment méprise totalement ses travailleurs. Ils n'ont même pas un local de pause, ils n'ont même pas un local pour boire de l'eau, ils n'ont même pas de l'eau et du café à offrir ou une trousse de secours pour sauver, pour éventuellement soigner des gens qui seraient en situation, parce que bon, c'est des camions frigorifiques très souvent, il y a des gens qui sont en situation d'hypothermie, enfin je veux dire humainement c'est absolument catastrophique. Et ce qu'ils dénoncent, c'est pas tant la mission même de leur travail, car après tout c'est un CDI. Après tout, ça ouvre la possibilité à un crédit pour la maison, la voiture, pour pouvoir bien mener cette vie de CDI dont tout le monde rêve. Mais effectivement, c'est plutôt les conditions dans lesquelles ils exercent ce métier qu'ils dénoncent. Et ça, effectivement, c'est assez intéressant. Qui rend le travail insupportable. Oui. Alors, pour finir, je vais vous citer. Alors, c'est au tout début, mais ça annonce un peu la couleur. Notre seul regret, c'est que ce livre ne soit pas assez lourd pour servir de pavé dans la figure de ce monde-là. J'en déduis qu'il y a une volonté de transformation sociale aussi dans votre démarche. Et en même temps, le livre est terriblement pessimiste, enfin, sur un certain nombre de points. Donc voilà, comment tenir les deux bouts, à la fois la critique sociale et puis l'envie de changement. Oui, probablement que ce travail est perçu comme un livre peut-être déprimant, pessimiste, mais il nous semble important Moi, je pense qu'on est en dessous de la réalité, de la violence du monde du travail. Je pense qu'il en faut beaucoup des livres ou des travaux pour vraiment montrer quel est le quotidien de millions de gens qui font un travail qui les dépossède, quoi. Et finalement, c'est cette économie du chantage qui est vraiment qui règne. Et moi, il me semble qu'on est... alors certes, ça peut être perçu comme pessimiste, mais on essaye de coller vraiment au plus près de ce que nous, on a, voilà, des gens qu'on a rencontrés, des situations dont on a été témoin. Et pour ce qui est de la transformation sociale, effectivement, il nous semble qu'il faut un constat, il faut circonscrire un petit peu toutes ces situations de vie, de travail, à la fois dans les entreprises privées, publiques, dans les administrations. On parle aussi du service civique qui, a priori, va rassembler 350 000 jeunes d'ici 2018. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est quand même 350 000 jeunes payés un demi-SMIC pour des tâches soi-disant utiles à la collectivité, ce qui n'en est rien du tout d'ailleurs, on le démontre dans l'enquête. Et nous, on espère que ce livre va servir de base ou de travail préliminaire pour effectivement dresser la possibilité, par exemple, de définir collectivement quelle est l'utilité sociale des métiers et de quoi avons-nous besoin dans une société. Voilà. Il y a des métiers dont on peut estimer qu'ils sont nuisibles, parasites, et d'autres des métiers particulièrement utiles. On parlait tout à l'heure des travailleuses domestiques, on peut aussi parler des aides à domicile. La France, par exemple, va être un pays où il y aura une majorité de personnes âgées, avec tout un tas de problématiques qui gravitent autour de ça. Il nous semble qu'il faut, par exemple, prendre la mesure des conditions de travail des aides à domicile et éventuellement créer, par exemple, un service public de l'aide à domicile qui pourrait faire en sorte que les femmes, surtout encore des femmes qui s'occupent de ces tâches-là, ne soient pas obligées de multiplier 3 ou 4 employeurs en même temps, d'avoir des horaires décalés, d'avoir des vies absolument invraisemblables. Rendre leur travail supportable, voilà, puisqu'il est utile. Oui, absolument. Et voilà, notre livre n'est pas scientifique, c'est un livre de reportage qui peut servir de base pour éventuellement une redéfinition des métiers dont on a besoin dans une société. De base ou de pavé. Donc. Ou de pavé, voilà. Ok, merci beaucoup Julien Brigaut pour cet ouvrage et puis pour avoir accepté de venir en parler. Je redonne le titre, Boulot de merde du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers.
Merci et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel espace de travail sur Mediapart.